Quand je vous montre cette image, j'aimerais savoir un truc. À quoi est-ce que vous pensez? Moi personnellement, la première chose qui me vient en tête en voyant cette image, c'est juste le nombre incroyable de fou rires que j'ai pu passer devant ce personnage. Derrière le comédien showman humoriste qu'on a vu exploser sur scène, il y a surtout un gamin. Un gamin de banlieue qui a grandi entre deux mondes. Celui de la France des années 80-90 et celui de ses racines africaines qu'il a toujours porté fièrement dans son cœur. Alors aujourd'hui, je te repose la question à toi, viewer. Est-ce que tu te rappelles vraiment de qui était Thomas Ndjijol? Thomas naît à Paris en 1978 dans une famille originaire du Cameroun. Il est le fils de Gilbert, devenu sociologue arrivant en France, et de Crescence qui devint infirmière pour pouvoir s'intégrer plus facilement. Il vit dans une famille assez typiquement camerounaise. Son père d'ailleurs représentait parfaitement ce qu'on imagine comme le daron camerounais. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un daron camerounais, je vais laisser Thomas en parler dans la vidéo qui suit. Vous mangez, hein? Bande de salauds! Et quitte là, je vais te couper les doigts, hein? La viande et la sauce sont réservées aux gens qui ont des vrais travail. Pas aux salauds qui font du n'importe quoi. Vous allez manger votre riz sec! Avec les doigts. L'expérience prouve que... En fait, avec mon père, l'expérience prouve toujours quelque chose. Hein. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais rien compris. Et tout n'était pas bien. Mon père, il a vu la tête de Le Pen apparaître à l'écran, il a fait « Oui, on a gagné. Oh, ça m'a dit, oh! Foutez la com, dégagez tous de chez moi !» Il a pété un câble, littéralement. Foutez la com! Hein, vous êtes toujours là à critiquer la France. Nique la France, nique la France. Allez vous niquer là-bas dans vos pays, alors. Sodomite. Non, moi, je suis venu sous Giscard. C'est toujours ce que nous répète depuis qu'on est tout petit. Je suis venu sous Giscard. Hein, vous êtes toujours là à demander du respect. Oui, la France ne nous respecte pas, on veut du respect, on veut du respect. Mais respect de quoi? Hein? Est-ce que vous respectez même déjà vous-même? L'expérience prouve que quand la girafe boit de l'eau, elle ne porte pas de lunettes, hein? Comment? Mais si j'avais eu 1/1000 de votre chance, mais aujourd'hui je serais loin. Moi, à 3 ans pour être à l'heure à l'école, je devais me lever à 2h du matin. Hein? Et je n'avais pas vos gadgets là comme le réveil. J'étais réveillé par la faim. Et je devais courir 300 km dans la brousse, pieds nus et poursuivi par des lions. Bon là, il ment. Allez, soyons sérieux. Il faut pas quand même qu'on salisse le nom de quelqu'un. On va prendre un extrait où il parle de lui un peu plus sérieusement. Et puis depuis, j'ai pas passé mon concours. J'ai vu que ton père était sociologue. En quoi ça consiste? Est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur ton éducation? Ah bah oui. Bah oui, parce que... Alors, en quoi ça consiste, sociologue? Qu'est-ce que... Je saurais pas te dire, d'ailleurs, c'est quoi... En quoi ça consiste? Il avait un cabinet? Non. Il était... À un moment, il était un peu maître de conférence au Bled. Il a donné des cours. Il a fait plein de métiers, mon père. Il était gendarme au Cameroun. Ok. Il a travaillé à Cameroun Airlines, qui est l'équivalent d'Air France, voilà, au Cameroun. Il a travaillé à l'ONU. Il a travaillé un petit moment à l'ONU, au Rwanda notamment. Donc. Travaillé à l'ONU, ton père? Ouais, mon père, c'est une tête, hein, c'est pas... C'est voilà, des gens, des fois, ils voient des gens issus de l'immigration comme ça, ils les voient passer. Ils disent, tu sais pas ce qu'ils ont derrière, des gens très intelligents, qui ont en tout cas des cursus. Il y a plein de gens intelligents, bien évidemment, mais en fait, ils ont des fois des profils où tu les vois un peu misquines. Dans son interview avec Zach Nani, Thomas raconte justement comment l'humour est devenu une manière de désamorcer la dureté du quotidien. Il imitait ses profs, il imitait ses potes, il imitait les darons du quartier, bref. Il faisait déjà des sketchs avant même de savoir que ça pouvait devenir un métier pour lui. Arrivé au lycée, il se cherche encore. Il touche un peu à tout. Du théâtre par-ci, petit boulot par-là. Mais surtout, beaucoup de blagues. Mais déjà, quelque chose se prépare. Parce qu'un jour, ce talent brut, cette façon d'observer le monde avec ironie et tendresse, allait le populariser sur la scène. Attends! Un gros pain! T'as pas honte? Mais j'ai rien fait!
temps, maintenant avec les directeurs de casting, faut toujours se méfier, tu sais. Parfois t'es super bon, ils te disent Oh Thomas. Oh Fabrice. Ça va? Ça va quoi? Tranquille. Toi aussi t'es sur le casting là? On est sur le même rôle. Oh merde. L'important c'est qu'un de nous deux soit pris. C'est clair. Merde. Et là, on arrive à un moment charnière. On est au début des années 2000 et le stand-up en France, c'est encore un truc un peu flou pour la grande population. Les gens sont habitués aux sketchs écrits, aux personnages absurdes, pas encore à un gars seul sur scène qui raconte sa vie avec un micro. Tourne dans les cafés-théâtres. Les petites salles où l'éclairage est jaune et les rires sont assez polis. En d'autres termes, il galère vraiment beaucoup. Mais il apprend. C'est dans ces années-là qu'il croise d'autres jeunes talents, Fabrice Eboué, Amel Chabi, Claudia Tagbo, Blanche Gardine et tout un autre tas de comédiens qui rêvent de casser les codes de l'humour français. Et parmi tous ces noms que j'ai cités, je suppose que vous reconnaîtrez peut-être certains visages qui seront une récurrence dans ces films qui auront suivi. Et puis arrive Jamel Debbouze, avec une idée de génie. Créer une scène ouverte, un tremplin pour les nouvelles voix du stand-up. C'est la naissance du Jamel Comedy Club. Une émission vitrine pour une génération qui n'avait jusque-là aucun espace pour s'exprimer. Quand Thomas débarque là-dedans, c'est la déflagration. Il ne ressemble à personne d'autre. Lui, il n'a pas peur d'y aller franco. Il parle de ce que c'est d'être noir en France, de la police, de la religion, du racisme ordinaire et même du malaise entre les communautés. Mais c'est toujours avec une certaine légèreté qui désarme ses interlocuteurs. Ces blagues ne sont pas juste drôles, elles sont vraies. Et ça, à l'époque, c'est vraiment révolutionnaire. Là où les autres jouent la carte des personnages, lui joue la carte de la vérité. Il fait rire en racontant ce que les gens vivent mais n'osent pas dire. C'est du rire social, du rire lucide et honnêtement, ça marche d'enfer. Son charisme, son flow, cette manière de poser des vannes comme un rappeur pose des punchlines marque les esprits. Très vite, il devient l'un des visages emblématiques du Comedy Club. Entre les deux, c'est une rencontre naturelle. Ils se reconnaissent dans leur manière de penser. La satire, l'humour noir et ce besoin viscéral de rire du tragique. Là où Thomas est plus instinctif, Fabrice Eboué est un peu plus analytique. Ils trouvent un équilibre totalement parfait et commencent à écrire, à se produire ensemble et à tester de nouveaux concepts. C'est un peu comme si deux cerveaux comiques étaient branchés sur la même fréquence. Et puis il faut comprendre aussi le contexte de l'époque. Le Jamel Comedy Club, c'est bien plus qu'un plateau de télé. C'est un mouvement. C'est la première fois qu'on voit autant de diversité sur la scène française, qu'on entend ses accents, ses origines, ses histoires totalement différentes. Thomas et les autres sont les premiers à imposer une parole neuve, plus directe, plus urbaine, plus populaire. Ce n'était pas juste un show d'humour, on avait vraiment l'impression que c'était une image de la société française nouvellement arrivée, nouvellement immigrante de l'époque. Il offre une voix à toute une génération issue des banlieues, souvent caricaturée, mais rarement vraiment écoutée. Et grâce à lui, le stand-up français entre dans une nouvelle ère, celle où l'humour devient arme, un miroir et parfois le cri du cœur de toute une partie de la population française de l'époque. Et quand l'humoriste commence à faire un peu trop rire sur scène, le cinéma finit toujours par frapper à la porte. Et ça commence tout doucement. Thomas multiplie les apparitions et fait quelques petits rôles dans des comédies françaises, le genre de rôle qui dure 2-3 minutes et qu'on ne retient pas vraiment. Et puis très vite son naturel revient au galop, il veut raconter ses propres histoires. Et c'est là que le destin va le faire se reconnecter avec Fabrice Eboué, son complice de toujours. Les deux se retrouvent après le Comedy Club et ils se disent « On a fait rire des gens sur scène, mais maintenant, il faudrait peut-être penser un peu au cinéma. » Et de là, on aura le premier banger de cette vidéo, le film Casse Départ. Ah, pour un braquage, je m'en suis bien sorti. Mais t'avais pas tapé le sac d'une vieille? Mon mari est parti au Cameroun. Je me retrouve seule avec les enfants. Là, vous n'aurez qu'à rejoindre votre époux. Il fait plus chaud au Cameroun. C'est ça le trésor des gros désirs? Un bout de papier. C'est l'acte officiel qui a affranchi vos ancêtres esclaves. Ta part d'héritage, mon frère. Faudrait pas oublier la part de nos sœurs. On est où, là? Ça doit être la bœuf, elle était super forte.
Quoi court? Quand on est noir et qu'on voit deux noirs courir, on court, c'est une règle de survie. Ils sont là-bas. Deux grands noirs, torse nu avec un autorate. C'est quoi ces malades? Tu vois pas que c'est des flics en civil? Arrête de filmer! Faut que le monde entier voit comment les noirs sont traités par la police. Oh les cons, c'est une caméra cachée, c'est ça? 1780. Et comment on a fait pour arriver en plein Moyen-Âge? Renaissance? Oh non, mais c'est nègre. Ils ont des pieds à la place des mains. Et des mains à la place des pieds. Comme tous les singes, madame. C'est pas possible. Mais t'es passé où, toi? C'est bon, j'aurais fait 2 minutes en retard, mon. Au boulot! Sale négro. Racisme. Quoi? Vous me dites ça parce que je suis noir. Évidemment. Gaspard est un nègre savant. Il sait dire. Merci, monsieur Jourdain. Bon, allez, tu vas où? Déjà les 35 heures, j'ai du mal, alors là... Est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour libérer tous nos frères? Ouais! Ouais! Est-ce que vous êtes prêts à massacrer tous les blancs? Non! Quelques claques. Vous voulez rentrer chez vous? Ouais. Alors votre sort est entre vos mains. Habituellement, les esclaves africains sont un peu plus robustes que toi. Et debout, bande de fainéants! Ferme ta gueule, y'en a qui dorment! T'as oublié! J'ai rien dit, moi! Case départ, c'est une dinguerie pour l'époque. Deux frères d'aujourd'hui se retrouvent projetés à l'époque de l'esclavage aux Antilles. Un concept qui mélange le voyage temporel, satire et message social avec des vannes juste trop bien, il faut. Franchement, si vous n'avez jamais vu ce film, allez le revoir. Peut-être que le mot ne passe plus en 2025, mais sérieusement, moi, je crois que je pourrais le remettre et toujours rire. Parce que derrière les blagues, il y a une vraie profondeur. Le film aborde des thèmes ultra sensibles, avec du courage et énormément de second degré. C'est à la fois drôle, intelligent, bien centré, et avec une grosse réflexion sur l'identité. Le premier succès, il était pas mal. Case départ, c'était assez bien. Mais le second film, je pense que ça doit être le plus gros banger qu'il puisse y avoir. Parce que rien que si je vous mets quelques citations, le nom va vous revenir en tête. Vous leur donnez quoi à bouffer? C'est du bœuf? Non, c'est de l'opposant politique. J'ai eu 7 enfants avec 10 femmes différentes. Là, c'est Bobo Junior. Il est un peu timide, hein? Il n'a que 7 ans. 5 ans, monsieur le président. Oui, 5 ans, oui. Et là, c'est son petit frère, Samuel. Félix, monsieur le président. Bon, tu m'agaces. J'ai dit Samuel. Vous changerez le nom sur l'acte de naissance. Et puis 5 ans, 7 ans, c'est pareil, non? On est en Afrique. Et la dernière, c'est... C'est une fille. 3 ans plus tard, les deux reviennent avec le crocodile du Botswana. Et là, ils passent encore un cap. Le film se moque ouvertement de la politique africaine, des dictateurs mégalos et du business du foot. Thomas dans ce film joue le rôle du président Bobo Babimbi, un tyran qui est aussi comique qu'effrayant, obsédé par la gloire et les crocodiles. Fabrice quant à lui joue DJ, un agent de foot totalement véreux et totalement malhonnête. Véreux c'est même pas assez fort pour les dire. Celui qui veut gratter des commissions pour tout ce qui bouge. C'est une satire à la fois absurde et redoutablement lucide. Parce que derrière les gags, le film parle d'un sujet de corruption, de néocolonialisme. Et ce qui est fort, c'est que Thomas et Fabrice ne se moquent pas de l'Afrique. Ils se moquent de la caricature que le monde en fait. Le résultat, le film est juste culte, bourré de punchlines et de scènes improbables. Et des personnages qui sont tellement ridicules que ça devient presque irréaliste. C'est la quintessence de leur humour, du rire intelligent, déguisé et une comédie super populaire. Alors, le troisième film qu'on va aborder là, c'est le film Black Snake. Vous voyez un peu ce que c'est One Punch Man par rapport à la caricature du genre super-héros pour les mangas. Je pense qu'on pourrait presque mettre Black Snake dans cette caricature de super-héros, mais pour le genre cinéma. Après les 2 succès, Thomas décide de partir en solo. Il a envie de créer un projet qui lui ressemble totalement. Et c'est là qu'il sort Black Snake, co-réalisé avec sa compagne Carole Rocher. Un film hommage à la fois à la blaxploitation des années 70 et aux super-héros modernes. Mais attention, super-héros version digital. Vous allez où comme ça? On rentre chez nous, monsieur. Je ne parle qu'aux femmes. Merde! Pardon. Jeune homme, tu joues les beaux, c'est ça?
Tu te crois en France? Eh bien, qui est beau? Qui est beau maintenant? Déshabillez-le! Je vais le sodomiser. Chef, faut pas dire des choses comme ça. Il y a quoi? C'est juste une technique d'intimidation pour qu'il ait peur. Non, 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 chef. Ça fait 10 ans que je suis dans le grand banditisme. Je n'ai jamais entendu une phrase pareille. Bon, déshabillez la fille, comme c'est ça qui vous plaît. Connard! Non, lâchez-la! Qui va là? Bande de porcs! J'ai dit qui va là? L'heure est venue de payer tous tes crimes, Kabingo! Pourri... Merde! Pourriture! C'est du n'importe quoi cette tenue. Toi là, je sais pas pour qui tu te prends, hein? Jackie Chan! Merde! Ok. Je vais compter jusqu'à 3. Et si tu sors pas, je vais lui tirer une balle dans la tête. 1, 2, et 3. Non. Pitié, ne me tue pas. Ils vont tirer dessus! Pas de pourri! Que Dieu vous bénisse, monsieur! Je vais crever! Qui êtes-vous? Je vous emmerde! Super-héros africain, costume tout moulant qui se bat contre la corruption avec un fouet. C'est parabolique, c'est visuel, c'est totalement fou. Le film n'a pas eu le succès qu'il méritait, mais il reste une œuvre culte pour ceux qui aiment son univers, un mélange entre autodérision et de fierté africaine. Et puis, sans oublier, il y a également eu Fast Life en 2014, un film beaucoup plus personnel, où il parle de la célébrité, du culte de la performance et du vide derrière les transparences. Et là, on aborde quelque chose d'un peu plus poignant, parce que dans ce film-là, Thomas a essayé d'être un peu plus introspectif dans sa manière de faire. C'était un film un peu plus centré sur lui, un peu moins humoristique et honnêtement c'était assez touchant. Alors, encore une fois, Thomas ne se contente pas de faire rire, il met en scène des excès de notre époque. Avec son ton parfois absurde et lucide qui a fait toute sa force. Ce qui rend le parcours de Thomas Dujol unique, c'est sa cohérence. À chaque film, il parle d'identité, de réussite, du regard de la société, dans un espèce de discours moralisateur qui est ultra agaçant. Il garde toujours le sourire avec ironie, énergie. C'est un mec qu'on sait qu'il ne changera jamais et qui sera toujours là pour nous donner un bon fou rire. Après avoir connu donc les salles de cinéma et les tournages, les interviews, les tapis rouges, il décide de revenir sur scène à travers plusieurs spectacles parce que au fond, avant les projecteurs, c'est là qu'il a tout appris. La scène, c'est sa première maison. Le lieu là où il n'a pas besoin de jouer un rôle, ni de répéter 10 fois une prise sur scène. Il est brut, sincère et sans filtre. Et c'est ça qu'il fait, il a repris la route. Retour pour des salles un peu plus petites, avec des rires un peu plus francs, et bien sûr des improvisations toujours bien chancées. Reprendre un contact direct, cette vibration qu'aucun film ne peut reproduire. Parce qu'un sketch, ça se monte en une journée. Un film, ça prend des mois. Mais un bon fou rire, ça se vit en temps réel. Dans ces nouveaux spectacles, Thomas Dujol cherche plus juste à faire rire, il veut partager. Il parle de paternité, de célébrité, de la vieillesse qui arrive petit à petit, de son nouveau rôle de père, de sa famille. Bref, il est encore beaucoup plus personnel. On sent juste que l'âge a pris le dessus et il commence vraiment à dire qu'il a pillé le game. La société change plus vite qu'on ne peut la suivre et là, il a tout compris, il faut juste s'adapter avec son temps. Son humour a grandi avec lui. Là où autrefois il riait contre le système, aujourd'hui il préfère rire de lui-même, de ses propres contradictions, de son âge. Il est passé de l'humoriste qui tape fort à l'homme qui fait réfléchir en riant. C'est ce retour au stand-up qui l'a redonné un second souffle. Et souvent comme avec Thomas, quand il retrouve le feu, il le transforme automatiquement en création. Tu boxes, ça fait du bien. Et que c'est pour ça que quand je sors de ce spectacle, je dis, j'ai pas envie de retourner dans la Matrix vraiment. Ouais, je comprends. Indomptable. J'ai besoin de parler de moi. J'ai besoin d'être encore dans cette énergie-là. Ça, c'est intéressant, ça. J'ai besoin d'être dans cette... j'ai besoin de... Voilà.
Et en fait, c'est comme ça. Et là, tu vois, ma moustache, que les gens ils pensent que je suis dans un look, je suis en tournage d'une comédie. En fait, j'ai pas envie d'être un humoriste dépressif, c'est la rigolade, la poilade, mais il y a des fois, je suis sombre, je suis négatif. C'est normal. Mais c'est important. C'est aussi un état d'esprit à un instant T, tu vois. Exactement, mais de mettre ça au service d'une œuvre, je trouve ça génial. Tu vois, et c'est ça qui est, tu vois, moi, de mettre la colère, j'ai mis de la colère dans ce film-là, mais c'est une vraie colère que j'ai mis. J'ai tourné le film dans des conditions qui n'étaient pas évidentes, indomptables. J'ai tourné dans le pays de mes parents, de mes grands-parents, de mes ancêtres. Émotionnellement, c'est pas évident. J'ai tourné des trucs où j'ai fait des projections de ma vie qui sont, voilà. Donc à un moment donné, ces choses-là, quand tu les mets au service de ton art, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc tu vois, là, la grand-mère et tout, c'est des frissons, la fille, tout. Enfin, donc oui, moi ça me stimule. On a parlé justement du film. Résultat, aujourd'hui, un nouveau projet, une nouvelle aventure, mais toujours avec le même ADN. Honnêtement, je vais être franc avec vous, Indomptable, je l'ai pas encore vu. Peut-être que si ça vous dit, on pourrait le revoir ensemble sur Twitch ou n'importe quoi comme ça. Mais bon, sa grande série Indomptable est un projet qui s'annonce comme le retour aux racines, d'après les bandes annonces que j'ai eu à voir et de ce qu'il dit. Le titre parle de lui-même, Indomptable. C'est l'essence même de Thomas Indigel, un artiste qui refuse de rentrer dans les cases. J'ai envie de faire un petit point et finir sur sa vie sentimentale. Parce que niveau de sa famille, Thomas reste tout de même assez atypique. Thomas partage sa vie avec l'actrice Carole Rocher, rencontrée en 2009. Ensemble, ils forment un couple solide, discret et soudé. Carole avait déjà 2 filles d'une précédente union, que Thomas a adoptées et élevées comme les siennes. Le couple a ensuite eu 2 autres enfants. Ce mélange de famille, de culture, d'histoire, c'est un peu le reflet d'Indigel lui-même. Un homme entre plusieurs mondes, mais qui a toujours gardé une cohérence. Il parle d'ailleurs souvent dans ses interviews. Pour lui, l'humour n'a de sens que s'il vient du vécu. Et son vécu, c'est celui d'un mec qui a grandi entre rire, doute, amour et héritage. Thomas Indigel, ce n'est pas juste un humoriste. C'est un conteur. C'est un mec qui a compris que rire, ce n'est pas Chinam. Et avec Indomptable, il nous prouve également que, après toutes ces années, il est toujours là. Fidèle à lui-même et profondément humain. Parce qu'au fond, Indigel, c'est ça. C'est un type qui fait rire, mais surtout, qui nous fait tous réfléchir. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je l'ai dit, Indomptable, je ne l'ai pas encore vraiment vu, mais j'ai lu le synopsis. Ça m'a l'air assez intéressant. Je vais peut-être faire un sort de sondage venant, si jamais le concept vous plaît, on verra quelle autre personnalité on pourra aborder. Alors, si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like, à t'abonner et à regarder les autres vidéos que j'ai eu à faire.